Monsieur Wenders, pouvez-vous nous relater les circonstances de votre découverte de la peinture de Hopper? C'était à quel moment et dans quel contexte? Je connaissais rien, je ne savais même pas son nom. Quand je l'ai découvert, en Europe, Hopper, dans les années 70, il était inconnu. Et j'ai vu par hasard ses premières toiles au Whitney à New York. C'était ma première visite là-bas, c'était, je crois, 72. Et j'étais électrifié par ses peintures. Il y avait aussi un seul livre, celui à l'époque. J'ai tout de suite acheté, j'ai vu les autres toiles. Peu après, je suis allé à Chicago, au Art Institute, pour voir d'autres peintures de Hopper. Et il y avait quelque chose qui m'a profondément touché de ce peintre inconnu. C'était c'était peut-être le seul peintre réaliste du XXe siècle que je connaissais. Enfin, il y avait Beckmann, mais réaliste, c'est peut-être pas le bon mot. Mais lui, ce Hopper inconnu, il avait quand même peint dans les années 40 et 50 et 60, une période où la peinture américaine était strictement abstraite. Son contemporain, je me suis vite rendu compte, c'était par exemple René Magritte. Ils sont même morts aux mêmes années. Et lui, peut-être le seul en Europe pendant ces années-là, qui avait quelque chose à faire avec la réalité, bien que, évidemment, Magritte n'était pas un réaliste. Il a utilisé la réalité pour des buts plutôt surréalistes et absurdes. Mais ce Edward Hopper, c'était clairement pas un surréaliste du tout. Il s'intéressait pour les villes, s'intéressait pour les personnages et pour les personnes seules. C'était des sujets qui m'intéressaient beaucoup, tout ça. L'isolation de l'homme dans les grandes villes. Et c'était le seul peintre qui, à mon avis, que je connaissais à cette époque-là, qui a pris ça au sérieux et qui l'a peint de nouveau et de nouveau. Alors, j'ai donc acheté ce grand bouquin et je l'ai emmené en Allemagne. Je l'ai montré à tous mes amis, surtout à mon chef opérateur à l'époque, Robbie Muller, avec lequel j'ai fait tous les films. Et on a pris ce Hopper pour modèle. Tout de suite, on a adopté. Je ne savais pas encore l'ironie de cette méthode, nous, des jeunes Européens qui prenaient donc un peintre américain comme modèle pour filmer la réalité. Je ne savais pas encore de quelle mesure c'était ironique parce que ça ne fait rien sur la vie de Hopper et c'était seulement beaucoup plus tard que j'ai donc appris que Hopper, de son côté, s'était inspiré par le cinéma. Surtout le cinéma de son époque, c'était donc des films gangsters, c'était la série noire, c'était des films qu'il a vus presque tous les jours. D'après tout ce que je sais, il est allé au cinéma comme un rituel tous les jours, devant son étoile blanche. On connaît ça des écrivains devant la page blanche. Eux, ils ont le writer's block. Lui, il avait le painter's block. Elle est allée dans une des salles autour de là où il travaillait. Elle a vu nombreux films. Et je trouve, une fois que je savais, j'ai encore mieux vu, mais je trouve qu'on a vu ça depuis le début. Et mon attraction envers sa peinture, ça venait de ça. Que j'ai reconnu quelque chose que je connaissais au cinéma. Mais lui, il l'a peint d'une manière tellement plus claire aussi. Parce qu'il n'était pas photographe, il n'était pas cinéaste,
Il ne travaillait pas avec l'image même des choses, mais avec une réduction. Et qu'est-ce qu'il a fait comme réduction dans ses peintures? Si on les regarde, il n'y a pas un seul détail qui n'est pas nécessaire. Sur les tables, il n'y a rien. Dans les chambres, il n'y a rien, sauf les tables et les chaises. Dans les villes, il n'y a rien. Il y a les maisons, les trottoirs, et c'est ça. Dans les fenêtres, il n'y a pas de verre, par exemple. Ça, c'est un truc très spécial dans ces peintures. Tous les autres peintres que je connais qui ont peint les grandes villes, ils ont fait un effort d'indiquer les fenêtres. Pour lui, c'est des trous. Il n'y a pas de différence entre dehors et à l'intérieur. Et beaucoup de ces peintures, c'est des vues de l'extérieur vers l'intérieur, une chambre, des scènes quelquefois très sinistres, une personne ou deux personnes. Et on a toujours l'impression que quelque chose de violent va se passer au prochain moment. Même sans peinture clé, The Nighthawks, avec les 4 personnages isolés. Non, ils sont 3. 3 ou 4 1, 2, 3, 4. Ils sont quoi? 4, voilà. Les 4 personnages isolés dans ce diner. On a l'impression qu'ils sont, comment ça se dit en français, doomed. Il y a quelque chose qui va arriver au prochain moment, il y aura une voiture qui va venir de nulle part et les abattre tous avec des machine guns. On le sent déjà venir, cette voiture. Et il y a cette drôle d'atmosphère. Le mec, dans cette peinture qui s'appelle Gas Station, il n'y a pas de voiture. On voit qu'il est en train de ranger le truc pour mettre la gasoline. Et on sait que son dernier client, c'était des gangsters. C'était une voiture noire avec laquelle le film pourrait continuer, mais Hopper a choisi de continuer avec ce personnage innocent qui a vu pour une seconde l'horreur. Et c'est un peu ça toujours. On a l'impression que quelque chose de terrible vient de passer ou va passer bientôt. Et il y a cette drôle de qualité qu'il a su faire entrer dans ses peintures, qu'on pense à ce qui va se passer au prochain moment. C'est une qualité que je ne connaissais pas du tout dans la peinture. Dans la plupart du temps, les peintures sont évidemment des moments, et très souvent ça suggère une suite, mais chez Hopper, on est même prêt à, quand on revoit la même peinture, 10 minutes plus tard, que quelque chose s'est déjà passé. J'attends toujours, quand je vois Nighthawks de nouveau, que la voiture est dans la peinture et que je vois déjà un phare passer. Et même dans ces toiles où tout est calme, il y a une rue, Sunday Morning, ça s'appelle. Rien ne se passe, il n'y a que les façades. C'est tôt un dimanche matin, il n'y a personne dans la rue, évidemment, comme toujours. Mais là, on sent aussi que quelque chose de dangereux, quelque chose de mortel, un danger mortel est juste avant de se montrer au prochain instant. Et cette relation qu'il a avec le récit et avec la narration, et surtout avec le film noir, ça m'a énormément impressionné chez lui. Et j'ai donc pris, depuis les années 70, ces toiles comme modèle un peu. J'ai essayé de, quelquefois aussi, simplifier mes plans, enlever tout ce qui n'était pas nécessaire, trouver une structure pareille, avoir aussi des
vue de l'extérieur vers l'intérieur par une fenêtre ou voir l'extérieur par une fenêtre. Et c'est devenu un grand héros. Et bon, 20 ans plus tard, c'était presque déjà devenu un cliché. Il est devenu ces toiles, c'est devenu les icônes du XXe siècle. Nighthawks. Chaque enfant sait ce que c'est maintenant. Et ça doit être une carte postale le mieux vendu dans le monde. Mais à l'époque, quand je l'ai découvert, pour moi, c'était une révélation. Ce mec qui avait insisté de peindre la réalité et qui vraiment a dû lutter pour avoir au moins un peu de recognition au début. Il n'y avait rien du tout, ça a pris beaucoup de temps jusqu'à ce qu'il a vraiment pu gagner sa vie avec ça. Et là aussi, il y avait quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il partage beaucoup avec un autre héros américain, c'est le Dashiell Hammett. D'abord, le Dashiell Hammett, c'est lui qui a pratiquement inventé le genre du film noir. C'était le premier à inventer le personnage du détective, the hard-boiled detective, qui est donc le personnage clé de tout ce cinéma. Mais lui aussi, il a travaillé dans un contexte tout à fait commercial. Il a écrit pour les pulp magazines des petites histoires. C'était pas du tout considéré de la littérature. C'était des magasins très cheap et bon marché. Et lui, il est devenu un des grands personnages de la littérature américaine du XXe siècle. Et lui aussi, pour gagner sa vie, en même temps que Edward Hopper a commencé à travailler dans les années 20, quand Hopper a fait des dessins aussi publicitaires, des illustrations pour les mêmes genres de magazines, il a longtemps travaillé dans la publicité, comme Hammett qui lui a même écrit des slogans pour la publicité. Alors, mes deux grands héros dans la littérature et dans la peinture, ils avaient commencé en même temps et à travailler dans des genres très populaires qui étaient à cette époque le plus loin de l'art qu'on a pu s'imaginer. La publicité, le travail d'un écrivain à l'intérieur de la publicité, c'était aussi loin de la littérature que le travail d'un illustrateur était de l'art et de la peinture. Et tous les deux, ils ont vraiment influencé d'une manière vraiment profonde et étonnante la littérature et l'art américain. Et je me suis toujours demandé si jamais Hopper, qui a aimé tellement le cinéma, avait aussi lu ces romans qui avaient amené à ça. Par exemple, on sait bien par les journaux de sa femme, je sais qu'il a vu ce film qui est vraiment un des films clés du cinéma noir, The Killers, par Robert Siodmak, avec Burt Lancaster, écrit par personne d'autre que Hemingway. Je sais qu'il a vu ce film avant de commencer à peindre Nighthawks, et quand on a vu le film, c'est évident. Il y a cette attente. Le film, c'est un homme qui attend qu'il sera tué. Il sait qu'il ne peut pas éviter, ça ne vaut plus le coup de s'enfuir. Il s'est enfui pour trop longtemps. Il attend pour qu'il vienne pour le tuer. Et aussi ces personnages, voilà, je les ai vraiment compris, la situation de Nighthawks, quand j'ai lu dans le journal de sa femme que c'est le film qu'il a vu avant, The Killers. Et il y a aussi cette attente, il y a aussi cette proximité de la mort qu'on voit dans cette peinture.
Et puis évidemment, c'est un grand peintre de la solitude. Et la solitude, à cette époque-là, ce n'était pas un sujet de la peinture, c'était un sujet de la photographie, c'était un sujet de la philosophie. Il a quand même, en même temps que les grands romans existentialistes de Sartre ou de Camus sont apparus, et quelquefois, je trouve qu'on peut lire aussi les peintures de Edward Hopper comme presque des illustrations d'un roman de Camus. Ces personnages dans leur chambre tout seuls. Et même ce manque de dialogue entre un homme et une femme qui sont là comme des ennemis très souvent. Il n'y a plus rien ce qui se passe entre eux, il y a un silence mortel. Ça aussi, ça rappelle un peu quelquefois le climax d'une pièce ou d'un roman existentialiste. Alors, et comme mon cinéma aussi, surtout au moment que j'ai commencé les premiers 20 ans de ma vie professionnelle, beaucoup de mes films tournaient au sujet de la solitude et de alienation. C'est ça en français. C'est quoi en français? Aliénation, c'est le même mot. Ouais. Et j'ai retrouvé ça dans les peintures de Hopper comme nulle part ailleurs. Ni dans la littérature, ni dans la photographie, et surtout pas dans le cinéma. Oui, il y a certains films qui avaient une relation avec l'étoile de Hopper, mais pas dans le cinéma américain. Les films d'Antonioni, par exemple, j'ai retrouvé le climat des toiles de Hopper. L'Aventura, par exemple, surtout près de la mer, ça ressemblait beaucoup à des toiles qu'Hopper a fait aussi, qui ne sont pas dans la ville, mais près de la mer. Mais même ces images faites près de la mer, avec beaucoup de soleil, qui pourraient être des images tellement paisibles, même ces images-là ont le même goût désespéré. Et il y a une image incroyable avec des gens tous assis sur des chaises longues devant une maison, comme s'ils prenaient un bain de soleil. Et là aussi, c'est comme ils sont tous en train d'attendre leur mort. Il y a aussi quelque chose de désespéré dans cet acte. Donc il y avait des films dans lesquels vibrait cet esprit de Hopper, dans les films de Bergman aussi. Mais drôlement, pas dans le cinéma contemporain américain, dans le cinéma américain des années 40 et 50, oui, mais dans le cinéma contemporain, quand moi j'ai commencé à faire des films, c'était plutôt un cinéma européen qui a trouvé ce flair, mais certainement sans connaître le travail de Hopper. Je suis sûr que ni Bergman ni Antonioni n'ont jamais connu son travail, au moins à l'époque. Il était inconnu en Europe, il était complètement inconnu. Alors à ce propos de la relation entre le cinéma et la peinture, vous dites dans l'article que vous avez consacré à Hopper sur la tâche de lumière qu'il y a une partie de la réalité que seule la peinture peut exprimer, que le cinéma est incapable de restituer. Quelle est cette part et est-ce que ça rend le cinéma imparfait par rapport à la peinture ou pas? Ou est-ce qu'il a d'autres moyens, lui, de rendre compte de cette dimension cachée? Ils ont d'autres rapports à la réalité. Le cinéma, il a des possibilités qu'évidemment la peinture n'a pas. Mais par exemple, la façon dont la peinture peut parler de la lumière, le cinéma ne peut pas. Le cinéma, la lumière, c'est toujours lié aux objets, lié aux endroits, lié aux peintures. Le cinéma, c'est lié, la lumière, c'est lié sur la scène, le climat du film,
Mais la lumière n'existe pas en qualité telle qu'elle. La lumière, c'est en fonction de plein d'éléments d'un film, mais la lumière n'est pas un sujet du film. Ça n'a jamais pu être le sujet d'un film. C'est trop la matière du film pour pouvoir être aussi le sujet. Et dans la peinture, surtout les dernières toiles de Hopper, la lumière même, c'est le sujet. Cette toute dernière toile qu'il a fait avec la lumière qui rentre dans cette chambre où il n'y a plus rien du tout. Il y a le mur et le sol et une ouverture qui est peut-être une porte, peut-être une fenêtre, puis il y a la mer. Mais le seul sujet, c'est vraiment la lumière. Comme une condition existentielle de l'homme, il ne faut même plus peindre l'homme pour savoir que la lumière, ça nous produit aussi. Et je crois que dans le cinéma, on n'a jamais tellement pu comprendre comment on est conditionné par la lumière, parce qu'on ne peut rien montrer dans le cinéma par définition sur la lumière. Dans la peinture, c'est autrement. Hopper a assez sortir la lumière de manière qu'en regardant ces toiles, on voit que ça. Et il y a une autre toile que j'adore. Si c'est une lumière très matinale, il n'y a que ce front d'un magasin, je ne sais pas, peut-être c'est un magasin d'antiquité. Je l'ai évoqué un peu dans ma photographie de Street Corner. Et il y a une lumière qui entre diagonalement, qui frappe un peu la forêt qu'il y a derrière, et puis les objets et ce coin d'une boutique, quoi que ce soit. Et le sujet de cette toile aussi, c'est la lumière même. Comment elle produit tout ce qu'on voit, comment elle produit la vision même. Et on peut peindre la lumière d'une autre manière qu'on peut parler de la lumière dans le cinéma. Peut-être c'est pour la première fois, c'est le film noir qui a pu montrer la lumière comme une condition existentielle de l'homme en stylisant la lumière comme ils ont fait. Ils ont fait des choses osées qu'aujourd'hui on ne peut plus faire dans le cinéma. J'ai essayé de le faire, par exemple, dans mon film que j'ai fait sur Dashiell Hammett, justement. J'ai essayé de faire une lumière qui est strictement la lumière des films noirs. Et dans ce film qui joue dans les années 20, les hommes ont tous des chapeaux. Donc, si on crée une seule source de lumière très forte, ce qui est dans l'ombre, sous le chapeau, c'est noir. C'est-à-dire un mec qui est là dans la rue ou dans un intérieur, ça ne fait pas beaucoup de différence. On ne voit pas ses yeux. Il n'y a pas il y a simplement la silhouette et on voit la bouche, mais tout ce qui est frappé par la lumière devient visible et le reste, c'est du noir. Ils ne m'ont pas laissé. Le studio, après quelques semaines, a appelé et a dit « On vient de voir tes rushs, Wim. Non, s'il te plaît. Vas-y, tu peux refaire ces scènes, mais parce que nous, dans le cinéma, on veut voir les yeux. » Et je leur ai dit « Mais écoutez, regardez les meilleurs films faits aux États-Unis. Pour moi, on ne voyait pas les yeux. » Et ils disaient « Oui, mais c'était des chips. » Ils n'avaient pas d'autre moyen que... Il y avait un seul projecteur, mais nous, on t'offre toute la lumière que tu veux, alors tu nous donnes un peu de bounce light pour qu'on voit aussi les yeux. Et dès que tu commences à vraiment structurer aussi le noir avec la lumière, tout d'un coup, tu ne vois plus la lumière. Tout d'un coup, ça devient
peu plus naturaliste. Les premières images que j'ai faites de Hammett, ça parlait de la lumière. De la même manière que, par exemple, les dessins que les etchings, comment ça s'appelle en fait? Les gravures. Les gravures que Hopper a fait aussi pour les illustrations. Il y a une que j'adore, c'est vu par une fenêtre, on regarde dans la rue, et il y a un homme qui passe avec un chapeau, et il y a une lanterne, une lampe qui jette une seule lumière là-dessus. Il y a un ombre énorme, et c'est que ça. Et c'est exactement la lumière que j'ai voulu évoquer pour ce film. Ils ne m'ont pas laissé parce qu'il n'y avait pas assez de réalité dedans. Ils ne voulaient pas que le film parle de la lumière, il parle de ce qu'on voit dans la lumière. Alors, une question sur l'évolution technique des images et de leur fabrication aujourd'hui. La dernière fois qu'on s'est vu, vous m'avez parlé de votre intérêt pour la troisième dimension dans le cinéma, qui, m'avez-vous dit, vous permet de retrouver une profondeur qui rapproche l'image fabriquée de celle de la peinture. Et dans les photographies que vous faites aujourd'hui, vous annoncez qu'effectivement, les moyens de manipulation numérique de l'image dépassent le réalisme de la photographie et rejoignent, par cette liberté donnée aux photographes, la peinture. Est-ce que c'est une voie aujourd'hui qui vous semble témoigner d'une évolution à la fois de la photographie, du cinéma, qui réhabiliterait la peinture ou qui se rapprocherait des moyens de la peinture? Est-ce que ça ouvre un nouveau champ poétique ou une nouvelle relation avec le réel ou autre chose? Oui, dans tous les sens. Dans tous les sens d'ailleurs. Moi, je ne suis pas, comme photographe, je ne me sers pas du tout de moyens numériques. Pas du tout. J'ai essayé, mais puis j'ai commencé à comprendre que c'est vraiment pas pour moi et que ce que moi j'aime dans la photographie se perd définitivement si je produis les mêmes images avec des moyens numériques. C'est plus le travail que je veux faire. Donc, je suis devenu un traditionnaliste, pour ainsi dire, dans la photographie. En même temps, j'ai exploré toujours chaque nouvelle technologie dans le cinéma. Comme je me suis toujours dit, le cinéma veut saisir une vie contemporaine, des images contemporaines avec les moyens que cette époque lui fournit. Donc pour moi aujourd'hui c'est une image trois-dimensionnelle et je trouve, bien que le cinéma trois-dimensionnel a commencé strictement dans un cinéma de fantaisie, uniquement, je trouve que c'est le moyen par excellence pour saisir la réalité et pour représenter notre planète comme elle est aujourd'hui. Je crois que vraiment sérieusement que la 3D, c'est l'avenir du documentaire et plus du tout l'avenir du récit. Je ne crois pas tellement que tous les films en 10 ans seront faits en 3D, parce que pour beaucoup de films, et surtout pour les films dans lesquels on trouve le moyen aujourd'hui, pour les films d'aventure ou de blockbuster, ça augmente pas leur valeur tellement. Les studios croient toujours que ça augmente, et pour quelques années, c'était une grande attraction. Maintenant, ça se perd et ça ajoute finalement plus rien. Mais ça va ajouter énormément au documentaire et à une représentation cinématographique de la réalité. Alors moi, là, j'y crois beaucoup. Dans la photographie, l'image trois-dimensionnelle n'a jamais importé.
bien que c'était assez populaire, la fin du 19e siècle, tout le monde avait ses boîtes et on a pu regarder toutes sortes de lieux du monde en 3 dimensions, mais c'est resté une petite phase. Et les quelques caméras stéréo 3D qu'on peut ajouter ici, c'est des gimmicks. Et évidemment, tu peux le voir sur ton ordinateur. Mais je trouve que les 3 dimensions n'ont pas vraiment apporté grand-chose à la photographie. Et surtout, ils n'ont jamais apporté quelque chose à la peinture. La peinture a toujours trouvé d'autres moyens pour pénétrer l'espace. La peinture avait très souvent justement ça comme sujet. Tout le cubisme, c'est un nouveau effort de comprendre l'espace et la sensation de l'espace et le mettre sur une peinture. Et la peinture, par définition, c'est dédimensionnel. Ils ont cassé la deux-dimensionnalité depuis longtemps, les peintres. Mais ils avaient de nouveau d'autres moyens que les cinéastes. En même temps, faisant ce film Pina en 3 dimensions et maintenant en train de faire... J'ai déjà fait d'autres courts-métrages en 3D. Je vais faire mon prochain film en 3D. Je me suis rendu compte que d'une drôle de manière, bien que ça paraît au premier abord paradoxal, d'une drôle de manière, ça rapproche le cinéma à la peinture. Parce que la peinture a toujours su, d'une autre manière, parler de la profondeur ou incorporer la vision. On savait toujours quand on était devant une toile qui, évidemment, c'était peint sur une surface. Mais ce que le peintre a pu nous montrer, c'était pas deux-dimensionnel, c'était très souvent multidimensionnel. Et je trouve que maintenant, avec le cinéma 3D, on peut finalement avoir cette liberté que le peintre avait tout le temps aussi dans le cinéma. J'étais en train de dire peindre, on peut montrer un corps, par exemple, d'une manière comme les peintres l'ont fait. Un corps dans le cinéma, bon, c'est le plan le plus facile, c'est un gros plan ou un moyen plan. Il y a quelqu'un devant nous. Dans le cinéma, on voit ces plans dans chaque film, les gros plans ou les plans moyens. C'est une abstraction, on le sait. C'est une image plate et on a une distance, moi dans mon siège de cinéma, avec les gens qui sont assis devant moi et qui font déjà qui créent l'espace vers l'écran. Cette personne sur l'écran, elle est artificielle, c'est plat, c'est pas une forme, ça n'a pas de rondeur, mais c'est plat. Dans la peinture, il faut que regarder les toiles de Vermeer, par exemple. Les personnes, bien que peintes sur une surface plate, ils ont cette rondeur. Un peintre sait peindre ça de manière que ça ne me manque pas du tout. Et donc, quand j'ai pu filmer pour la première fois des personnages avec cette rondeur, avec une autre présence que l'image distanciée plate devant moi, je me sentais drôlement dans le domaine des peintres. Je me sentais plus du tout dans le domaine du cinéma que je connaissais. C'est comme ça que j'avais l'idée que ces moyens, dès qu'on sait les utiliser avec plus de liberté, aujourd'hui c'est encore un peu
on est encore dans la toute première application de cette technologie 3D, mais quand on est devenu un peu plus familial avec ça et quand on sait s'en servir avec plus de liberté, je crois qu'on va commencer à pouvoir utiliser tout ce que nous avons appris dans la peinture, finalement aussi dans le cinéma. Aujourd'hui, même si j'utilise une toile de repère comme un modèle pour un plan, on peut le voir et on voit un peu dans la lumière et dans l'abstraction et dans la réduction des détails. Et par exemple, j'ai essayé aussi de faire tomber les verres et de faire semblant qu'il n'y avait plus de verre dans les fenêtres. On peut faire ça avec un truc très simple. On utilise un filtre polarisant et tout d'un coup, il n'y a plus de fenêtre. Il n'y a que le trou qui est la fenêtre. Alors on peut retrouver un peu de l'esthétique de repère aujourd'hui dans un plan de cinéma. Mais l'esprit de ce que c'est la peinture de repère, on ne peut jamais traduire ni dans une photographie, ni dans un plan de cinéma. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et par la lumière, devient visible et le reste, c'est du noir. Ils ne m'ont pas laissé. Ils m'ont pas laissé. Le studio, après quelques semaines, a appelé et a dit « On vient de voir tes roches, Wim. Non, s'il te plaît. Vas-y, tu peux refaire ces scènes, mais parce que nous, dans le cinéma, on veut voir les yeux. » Et je leur ai dit « Mais écoutez, regardez les meilleurs films faits aux États-Unis. Pour moi, on ne voyait pas les yeux. » Et ils disaient « Oui, mais c'était des chips. » Ils n'avaient pas d'autre moyen que... Il y avait un seul projecteur, mais nous, on t'offre toute la lumière que tu veux, alors tu nous donnes un peu de bounce light pour qu'on voit aussi les yeux. Et dès que tu commences à vraiment structurer aussi le noir avec la lumière, tout d'un coup, tu ne vois plus la lumière. Tout d'un coup, ça devient un peu plus naturaliste. Les premières images que j'ai faites de Hammett, ça parlait de la lumière. De la même manière que, par exemple, les dessins que les etchings, comment ça s'appelle en fait? Les gravures. Les gravures que Hopper a fait aussi pour les illustrations. Et il y a une que j'adore, et c'est vu par une fenêtre, on regarde dans la rue, et il y a un homme qui passe avec un chapeau, et il y a une lanterne, une lampe qui jette une seule lumière là-dessus. Il y a un ombre énorme, et c'est que ça. Et c'est exactement la lumière que j'ai voulu évoquer pour ce film. Ils ne m'ont pas laissé parce qu'il n'y avait pas assez de réalité dedans. Ils ne voulaient pas que le film parle de la lumière, il parle de ce qu'on voit dans la lumière. Alors, une question sur l'évolution technique des images et de leur fabrication aujourd'hui. La dernière fois qu'on s'est vu, vous m'avez parlé de votre intérêt pour la troisième dimension dans le cinéma, qui, m'avez-vous dit, vous permet de retrouver une profondeur qui rapproche l'image fabriquée de celle de la peinture. Et dans les photographies que vous faites aujourd'hui, vous annoncez qu'effectivement, les moyens de manipulation numérique de l'image dépassent le réalisme de la photographie et rejoignent, par cette liberté donnée aux photographes, la peinture. Est-ce que c'est une voie aujourd'hui qui vous semble témoigner d'une évolution à la fois de la... Toujours. On a l'impression que quelque chose de terrible vient de passer ou va passer bientôt. Et il y a cette drôle de qualité qu'il a su
faire entrer dans ces peintures qu'on pense à ce qui à ce qui va se passer au prochain moment. C'est une qualité que je ne connaissais pas du tout dans la peinture. La plupart du temps, bon, les peintures sont évidemment des moments, et très souvent ça suggère une suite, mais chez Hopper, on est même prêt à, quand on revoit la même peinture, 10 minutes plus tard, que quelque chose s'est déjà passé. J'attends toujours, quand je vois Nighthawks de nouveau, que la voiture est dans la peinture et que je vois déjà un phare passer. Et même dans ces toiles où tout est calme, il y a une rue, Sunday Morning, ça s'appelle. Rien ne se passe, il n'y a que les façades. C'est tôt un dimanche matin, il n'y a personne dans la rue, évidemment, comme toujours. Mais là, on sent aussi que quelque chose de dangereux, quelque chose de mortel, un danger mortel est juste avant de se montrer au prochain instant. Et cette relation qu'il a avec le récit et avec la narration, et surtout avec le film noir, ça m'a énormément impressionné chez lui. Et j'ai donc pris, depuis les années 70, ces toiles comme modèle un peu. J'ai essayé de, quelquefois aussi, simplifier mes plans, enlever tout ce qui n'était pas nécessaire, trouver une structure pareille, avoir aussi des vues de l'extérieur vers l'intérieur par une fenêtre ou voir l'extérieur par une fenêtre. Et c'est devenu un grand héros. Et bon, 20 ans plus tard, c'était presque déjà devenu un cliché. Il est devenu ces toiles, c'est devenu les icônes du XXe siècle. Nighthawks. Chaque enfant sait ce que c'est maintenant. Et ça doit être une carte postale le mieux vendu dans le monde. Mais à l'époque, quand je l'ai découvert, pour moi, c'était une révélation. Ce mec qui avait insisté de peindre et a travaillé dans des genres très populaires qui étaient à cette époque le plus loin de l'art qu'on a pu s'imaginer. La publicité, le travail d'un écrivain à l'intérieur de la publicité, c'était aussi loin de la littérature que le travail d'un illustrateur était de l'art et de la peinture. Et tous les deux, ils ont vraiment influencé d'une manière vraiment profonde et étonnante la littérature et l'art américain. Et je me suis toujours demandé si jamais Hopper, qui a aimé tellement le cinéma, avait aussi lu ces romans qui avaient amené à ça. Par exemple, on sait bien par les journaux de sa femme, je sais qu'il a vu ce film qui est vraiment un des films clés du cinéma noir, The Killers, par Robert Siodmak, avec Burt Lancaster, écrit par personne d'autre que Hemingway. Je sais qu'il a vu ce film avant de commencer à peindre Nighthawks, et quand on a vu le film, c'est évident. Il y a cette attente. Le film, c'est un homme qui attend qu'il sera tué. Il sait qu'il ne peut pas éviter, ça ne vaut plus le coup de s'enfuir. Il s'est enfui pour trop longtemps. Il attend pour qu'il vienne pour le tuer. Et aussi ces personnages, voilà, je les ai vraiment compris, la situation de Nighthawks, quand j'ai lu dans le journal de sa femme que c'est le film qu'il a vu avant, The Killers. Et il y a aussi cette attente, il y a aussi cette
proximité de la mort qu'on voit dans cette peinture. Et puis évidemment, c'est un grand peintre de la solitude. Et la solitude, à cette époque-là, ce n'était pas un sujet de la peinture, c'était un sujet de la photographie, c'était un sujet de la philosophie. Il a quand même, en même temps que les grands romans existentialistes de Sartre ou de Camus sont apparus, et quelquefois je trouve qu'on peut lire aussi les peintures de Edward Hopper comme presque des illustrations d'un roman de Camus. Ces personnages dans leur chambre tout seuls, et même trois-dimensionnels. Et je trouve, bien que le cinéma trois-dimensionnel a commencé strictement dans un cinéma de fantaisie, uniquement, je trouve que c'est le moyen par excellence pour saisir la réalité et pour représenter notre planète comme elle est aujourd'hui. Je crois que vraiment sérieusement que la 3D, c'est l'avenir du documentaire et plus du tout l'avenir du récit. Je ne crois pas tellement que tous les films en 10 ans seront faits en 3D, parce que pour beaucoup de films, et surtout pour les films dans lesquels on trouve le moyen aujourd'hui, pour les films d'aventure ou de blockbuster, ça augmente pas leur valeur tellement. Les studios croient toujours que ça augmente, et pour quelques années, c'était une grande attraction. Maintenant, ça se perd et ça ajoute finalement plus rien. Mais ça va ajouter énormément au documentaire et à une représentation cinématographique de la réalité. Alors moi, là, j'y crois beaucoup. Dans la photographie, l'image trois-dimensionnelle n'a jamais importé. Bien que c'était assez populaire, la fin du 19e siècle, tout le monde avait ses boîtes et on a pu regarder toutes sortes de lieux du monde en 3 dimensions, mais c'est resté une petite phase. Et les quelques caméras stéréo 3D qu'on peut ajouter ici, c'est des gimmicks. Et évidemment, tu peux le voir sur ton ordinateur. Mais je trouve que les 3 dimensions n'ont pas vraiment apporté grand-chose à la photographie et surtout, ils n'ont jamais apporté quelque chose à la peinture. La peinture a toujours trouvé d'autres moyens pour pénétrer l'espace. La peinture avait très souvent justement ça comme sujet. Tout le cubisme, c'est un nouveau effort de comprendre l'espace et la sensation de l'espace et le mettre sur une peinture. Et la peinture, par définition, c'est deux-dimensionnel. Ils ont cassé la deux-dimensionnalité depuis longtemps, les peintres. Mais les directeurs, nous, on t'offre toute la lumière que tu veux, alors tu nous donnes un peu de bounce light pour qu'on voit aussi les yeux. Et dès que tu commences à vraiment structurer aussi le noir avec la lumière, tout d'un coup, tu ne vois plus la lumière. Tout d'un coup, ça devient un peu plus naturaliste. Les premières images que j'ai faites de Hammett, ça parlait de la lumière. De la même manière que, par exemple, les dessins que les etchings, comment ça s'appelle en fait? Les gravures. Les gravures que Hopper a fait aussi pour les illustrations. Et il y a une que j'adore, et c'est vu par une fenêtre, on regarde dans la rue, et il y a un homme qui passe avec un chapeau, et il y a une lanterne, une lampe qui jette une seule lumière là-dessus, et il y a un ombre énorme, et c'est que ça.
Et c'est exactement la lumière que j'ai voulu évoquer pour ce film. Ils ne m'ont pas laissé parce qu'il n'y avait pas assez de réalité dedans. Ils ne voulaient pas que le film parle de la lumière, il parle de ce qu'on voit dans la lumière. Alors, une question sur l'évolution technique des images et de leur fabrication aujourd'hui. La dernière fois qu'on s'est vu, vous m'avez parlé de votre intérêt pour la troisième dimension dans le cinéma, qui, m'avez-vous dit, vous permet de retrouver une profondeur qui rapproche l'image fabriquée de celle de la peinture. Et dans les photographies que vous faites aujourd'hui, vous annoncez qu'effectivement, les moyens de manipulation numérique de l'image dépassent le réalisme de la photographie et rejoignent, par cette liberté donnée aux photographes, la peinture. Est-ce que c'est une voie aujourd'hui qui vous semble témoigner d'une évolution à la fois de la photographie, du cinéma, qui réhabiliterait la peinture ou qui se rapprocherait des moyens de la peinture? Est-ce que ça ouvre un nouveau champ poétique ou une nouvelle relation avec le réel ou autre chose? Oui, dans tous les sens. Dans tous les sens d'ailleurs. Moi, je ne suis pas, comme photographe, je ne me sers pas du tout de moyens numériques. Pas du tout. J'ai essayé, mais puis j'ai commencé à comprendre que c'est vraiment pas pour moi et que ce que moi j'aime dans la photographie se perd définitivement si je produis les mêmes images avec des vues de l'extérieur vers l'intérieur par une fenêtre ou voir l'extérieur par une fenêtre. Et c'est devenu un grand héros. Et bon, 20 ans plus tard, c'était presque déjà devenu un cliché. Il est devenu ces toiles, c'est devenu les icônes du XXe siècle. Nighthawks. Chaque enfant sait ce que c'est maintenant. Et ça doit être une carte postale le mieux vendu dans le monde. Mais à l'époque, quand je l'ai découvert, pour moi, c'était une révélation. Ce mec qui avait insisté de peindre la réalité et qui vraiment a dû lutter pour avoir au moins un peu de recognition au début. Il n'y avait rien du tout, ça a pris beaucoup de temps jusqu'à ce qu'il a vraiment pu gagner sa vie avec ça. Et là aussi, il y avait quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il partage beaucoup avec un autre héros américain, c'est le Dashiell Hammett. D'abord, le Dashiell Hammett, c'est lui qui a pratiquement inventé le genre du film noir. C'était le premier à inventer le personnage du détective, the hard-boiled detective, qui est donc le personnage clé de tout ce cinéma. Mais lui aussi, il a travaillé dans un contexte tout à fait commercial. Il a écrit pour les pulp magazines des petites histoires. C'était pas du tout considéré de la littérature. C'était des magasins très cheap et bon marché. Et lui, il est devenu un des grands personnages de la littérature américaine du XXe siècle. Et lui aussi, pour gagner sa vie, en même temps que Edward Hopper a commencé à travailler dans les années 20, quand Hopper a fait des dessins aussi publicitaires, des illustrations pour les mêmes genres de magazines. Il a longtemps travaillé dans la publicité, comme Hammett, qui lui a même écrit des slogans pour la publicité. Alors, mes deux grands héros dans la littérature et dans la peinture, ils avaient commencé en même temps et à travailler dans des genres très populaires qui étaient à cette époque le plus loin de l'art qu'on a pu s'imaginer. La publicité, le travail d'un écrivain à l'intérieur de la publicité, c'était aussi loin de la littérature. C'était des magasins très cheap et bon marché. Et lui, il est devenu un des grands personnages de la littérature américaine du XXe siècle.
Et lui aussi, pour gagner sa vie, en même temps que Edward Hopper a commencé à travailler dans les années 20, quand Hopper a fait des dessins aussi publicitaires, des illustrations pour les mêmes genres de magazines, il a longtemps travaillé dans la publicité, comme un maître qui lui a même écrit des slogans pour la publicité. Alors, mes deux grands héros dans la littérature et dans la peinture, ils avaient commencé en même temps et à travailler dans des genres très populaires qui étaient à cette époque le plus loin de l'art qu'on a pu s'imaginer. La publicité, le travail d'un écrivain à l'intérieur de la publicité, c'était aussi loin de la littérature que le travail d'un illustrateur était de l'art et de la peinture. Et tous les deux, ils ont vraiment influencé d'une manière vraiment profonde et étonnante la littérature et l'art américain. Et je me suis toujours demandé si jamais Hopper, qui a aimé tellement le cinéma, avait aussi lu ces romans qui avaient amené à ça. Par exemple, on sait bien par les journaux de sa femme, je sais qu'il a vu ce film qui est vraiment un des films clés du cinéma noir, The Killers, par Robert Siodmak, avec Burt Lancaster, écrit par personne d'autre que Hemingway. Je sais qu'il a vu ce film avant de commencer à peindre Nighthawks, et quand on a vu le film, c'est évident. Il y a cette attente. Le film, c'est un homme qui attend qu'il sera tué. Il sait qu'il peut pas éviter, ça vaut plus le coup de s'enfuir. Il s'est enfui pour trop longtemps. Il attend pour qu'il vienne pour le tuer. Et aussi ces personnages, voilà, je les ai vraiment compris, la situation de Nighthawks, quand j'ai lu dans le journal de sa femme que c'est le film qu'il a vu avant, The Killers. Et il y a aussi cette attente, il y a aussi cette... Alors, mes deux grands héros dans la littérature et dans la peinture, ils avaient commencé en même temps et à travailler dans des genres très populaires qui étaient à cette époque le plus loin de l'art qu'on a pu s'imaginer. La publicité, le travail d'un écrivain à l'intérieur de la publicité, c'était aussi loin de la littérature que le travail d'un illustrateur était de l'art et de la peinture. Et tous les deux, ils ont vraiment influencé d'une manière vraiment profonde et étonnante la littérature et l'art américain. Et je me suis toujours demandé si jamais Hopper, qui a aimé tellement le cinéma, avait aussi lu ces romans qui avaient amené à ça. Par exemple, on sait bien par les journaux de sa femme, je sais qu'il a vu ce film qui est vraiment un des films clés du cinéma noir, The Killers, par Robert Siodmak, avec Burt Lancaster, écrit par personne d'autre que Hemingway. Je sais qu'il a vu ce film avant de commencer à peindre Nighthawks, et quand on a vu le film, c'est évident. Il y a cette attente. Le film, c'est un homme qui attend qu'il sera tué. Il sait qu'il peut pas éviter, ça vaut plus le coup de s'enfuir. Il s'est enfui pour trop longtemps. Il attend pour qu'il vienne pour le tuer. Et aussi ces personnages, voilà, je les ai vraiment compris, la situation de Nighthawks, quand j'ai lu dans le journal
de sa femme que c'est le film qu'il a vu avant, The Killers. Et il y a aussi cette attente, il y a aussi cette proximité de la mort qu'on voit dans cette peinture. Et puis évidemment, c'est un grand peintre de la solitude. Et la solitude, à cette époque-là, ce n'était pas un sujet de la peinture, c'était un sujet de la photographie, c'était un sujet de la philosophie. Il a quand même, en même temps que les grands romans existentialistes de Sartre ou de Camus sont apparus. Et quelquefois, je trouve qu'on peut lire aussi les peintures de Edward Hopper comme presque